Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous évoquons souvent ensemble nos blessures d'enfance parce qu'elles jouent un rôle important dans notre manière d'aimer, mais aussi dans notre sexualité et dans notre construction personnelle. Je vous propose donc qu'on les aborde aujourd'hui en compagnie de Ariane Calvo. Alors peut-être que vous ne savez pas exactement quelles sont vos blessures d'enfance, donc vous venez nous raconter vos difficultés à aimer, vos difficultés relationnelles. Et ensemble, on vous aidera à les identifier parce que comme ça, on pourra vous aider aussi à les dépasser. Alors, on considère qu'elles sont au nombre de 5. Je vais vous les citer, les 5 principales. La blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Alors, peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans l'une d'elles. Alors, chaque blessure, évidemment, elle a tendance à provoquer des comportements qui ne sont pas réellement adaptés à la vie de tous les jours. Alors, autant apprendre à en guérir, ou tout au moins à les reconnaître pour ne plus être le jouet de ces blessures et de réagir à chaque fois que cette blessure est réactivée. Et bien voilà, donc vous venez parler de vos blessures d'enfant et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychologue, vous êtes auteur de différents ouvrages. Le dernier, c'est L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont, dans lequel, évidemment, vous abordez ces blessures d'enfant. Moi, j'aime bien cette notion parce que je trouve que c'est assez concret, ça parle bien aux auditeurs. Oui, on voit tout de suite ce dont il s'agit et je vous entendais dire, vous avez probablement vous reconnaître déjà dans l'une d'entre elles. Effectivement, on sait en fait quel est le fond émotionnel principal qui se réactive à chaque fois qu'on n'est pas bien. J'en profite pour faire un petit coucou à Chabi Langlois qui était venu plusieurs fois nous parler des blessures d'enfance et je rappelle le titre de son livre Psychiatrice où il aborde donc les 5 plus 2 autres. Oui, qui sont très intéressantes. La perte de confiance et l'imposteur, on en a parlé juste avant l'émission. Oui, elles vous paraissent intéressantes à rajouter ? J'y retrouve vraiment des comportements que je retrouve dans les thérapies de couple, où ces blessures d'enfance sont particulièrement actives et on vient apporter ça aussi en thérapie de couple. Quand on n'arrive plus à communiquer, c'est très souvent parce qu'il y a une blessure qui crée un masque, on va sûrement en parler ensemble. Et effectivement, j'aurais pas formulé ça comme ça, mais je trouvais ça extrêmement pertinent de rajouter ces 2 blessures-là. D'accord, écoutez, pourquoi pas, on verra. Vous parlez du couple, c'est surtout dans le domaine affectif, quelles sont les plus handicapantes, ces blessures d'enfance ? Mais oui, parce que c'est des blessures qui apparaissent dans un contexte affectif et qui se réactivent en contexte affectif. Le contexte affectif le plus important pour nous à l'âge adulte, c'est très souvent le couple. Et donc c'est là que ça va agir le plus. On dit souvent que dans un couple, quand on se dispute, quand il y a un conflit, ça concerne 20% ce qui se passe réellement dans le sujet du conflit et 80% c'est pas ici et maintenant mais avant et ailleurs. Et bien avant et ailleurs, c'est très souvent une blessure d'enfance. Ah, c'est intéressant, oui. Donc si on arrive... Alors, est-ce qu'on les guérit réellement d'abord, ces blessures d'enfance ? Oui. On peut les guérir, ça demande du travail, vraiment, souvent du travail sur les traumas, parce que les blessures d'enfance sont issues de traumatismes la plupart du temps. Mais certaines sont très profondes et demandent d'abord du temps pour être identifiées. Parce que on a mis dessus beaucoup de masques. Exactement, c'est ce qu'on protège le plus au monde puisque c'est nos plus grandes peurs qui se réactivent au travers de nos blessures d'enfance. Donc on met des masques, on met des mécanismes de défense très 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 serrés et puis plus la blessure est profonde et plus elle est déguisée dans plein d'autres choses et elle est difficile d'accès. Alors prenons un exemple que tout le monde comprenne bien. Par exemple, quelqu'un qui décide que de toute façon il est très indépendant, qu'il a besoin de personne, et qu'il n'a pas besoin donc de s'engager. Derrière, c'est quoi ? C'est forcément une blessure d'enfance ? Oui, ça ressemble à de la blessure d'abandon. Je n'ai besoin de personne, mais alors bien déguisée. Je n'ai besoin de personne. Harley Davidson ou dans la vie. Bien déguisée, oui, puisque... Oui, bien déguisée. Le profil classique de la blessure d'abandon, c'est la petite chose fragile. C'est la plus commune. Oui, exactement. C'est la personne qui a besoin d'aide pour tout, qui a besoin d'être assistée pour tout. Il y a une dépendance affective extrêmement grande. Et puis, il y a aussi le beau déguisement de la dépendance affective qui est « je n'ai besoin de personne », ce qui est toujours faux, parce qu'on sait, on a besoin des autres, on est des êtres de lien, on n'est tellement pas fait pour être seul. Et bon, voilà, c'est comme un mécanisme de défense, en fait, ça sert à se protéger. Ben oui, mais en même temps, le mécanisme de défense, on sait que ça a ses limites parce que, au fond, ça empêche
de nourrir justement quelque chose qui guérirait cette blessure. Exactement. D'abord, on n'y croit pas vraiment parce qu'on n'est pas dupe de soi la plupart du temps. En plus, ne pas prendre conscience des choses, c'est la meilleure façon de ne pas pouvoir les changer, les transformer et les guérir. Donc effectivement, chaque fois on fait appel à des mécanismes de défense, au lieu d'affronter nos profondeurs et nos peurs, on se prive de guérison. Donc vous dites on peut en guérir, mais d'abord il faut en prendre conscience, ce qui est déjà pas simple, parce que rien dans la vie commune va nous faire prendre conscience de ça, si ce n'est qu'on va peut-être répéter des comportements agressifs ou de colère ou Oui, ça c'est vraiment la meilleure façon d'identifier nos problématiques, c'est d'identifier les schémas qui se répètent. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, on va accuser l'autre d'être à l'origine de nos problèmes. Et tant qu'on accuse l'autre d'être à l'origine de nos problèmes, on ne va pas aller regarder ce qui, en nous, réactive les sentiments de malaise. Donc, c'est important déjà d'identifier quelle est notre responsabilité dans nos réactions, dans ce que l'on vit, nos interprétations, nos croyances, nos illusions parfois aussi, qui nous mentent ou on se ment, en tout cas à partir de nos illusions, pour pouvoir aller regarder en conscience, clairement, de façon transparente et authentique, ce qui nous pose problème. Moi, je vois deux comportements assez fréquents et peut-être un peu caricatural, mais qui sont intéressants peut-être à donner aux auditeurs dans la relation amoureuse. Il y a d'abord celui qui, ou celle, parce que les femmes aussi, va se mettre en colère très vite pour pas grand-chose. Donc là, ça traduit forcément derrière une blessure. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, oui, c'est de la surréaction. Donc chaque fois qu'il y a de la surréaction, c'est qu'on n'est pas juste dans ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et l'autre comportement assez fréquent aussi, c'est le sentiment d'être blessé par l'autre, alors que l'autre nous aime, c'est pas un pervers narcissique, donc a priori il n'a pas de raison de nous blesser. Donc si on se sent tout le temps un peu blessé, c'est que quelque part aussi ça touche une blessure. C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure sur la blessure d'abandon, qui est la plus courante dans le profil de la petite chose fragile. Qui est le plus souvent rencontré chez les femmes. Il y a cette espèce de syndrome de victime là, auquel vous faites allusion en disant on se sent toujours blessé. C'est toujours la faute de l'autre, on nous fait mal, on est très méchant avec nous, il me persécute, avec un truc un peu qui peut virer même un peu paranoïaque, mais surtout victimaire. Ça c'est vraiment du profil de blessure et on n'est plus vraiment dans la réalité. Et puis je voudrais, avant de donner la parole à Delphine déjà qui nous a rejoint, je voudrais dire, on a tous forcément des petites séquelles, des petites blessures, oui. C'est normal. Moi par exemple, j'ai un problème, j'ai horreur qu'on me mente. Alors vraiment c'est insupportable. Mais en même temps, ça vient forcément d'une petite blessure de trahison, j'imagine. Enfin, je suppose, oui. On suppose, voilà. Bon après, je travaille dessus et je n'en fais pas un drame. Mais on voit bien qu'on a tous des petites traces de blessures qui sont plus... Bon, après, à chacun, à chacune d'avancer avec ça sans que ça soit... On est hypersensible à certains comportements. Donc le tout, c'est de l'identifier et de se voir fonctionner. Parce que quand on se voit faire, déjà, il y a quelque chose qui se dégonfle. Ah oui, je suis encore en train de tomber dans mon petit piège de la trahison. Et puis se dire en se souriant à soi-même que de toute façon, on va choisir le partenaire qui va forcément activer cette blessure-là. C'est ça, et qui va nous permettre de grandir. Exactement. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de venir témoigner au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Nous évoquons aujourd'hui nos blessures d'enfance avec Ariane Calvo qui est avec nous et qui est l'auteur de ce joli livre L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Et on va commencer avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors justement, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous ? Moi, je les cherche encore. Ah, vous les cherchez encore. Dites-nous alors comment vous réagissez effectivement. Effectivement, ma plus grosse difficulté, j'oserais dire, c'est de ne pas être écoutée, voire d'avoir cette impression de ne pas exister pour l'autre en face. Et ça, c'est quelque chose qui, chez moi, est assez violent et qui peut me mettre dans des colères et des souffrances assez violentes. Parce que j'ai bien repéré ce que vous énonciez juste avant, là, le début de l'intervention,
cette notion de colère qui monte, aller chercher qu'est-ce qui dégage de cette colère, pourquoi je me mets dans cet état-là. Et donc, cette notion de ne pas être entendu, de ne pas être considéré. Est-ce que ça vous fait ça aussi dans les relations professionnelles ? Moins, mais ça existe. D'accord. Donc, j'arrive plus à m'en dégager en fait, mais avec ma famille, que ce soit avec les gens pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, c'est très très dur. C'est très très violent pour moi. On pense au rejet, j'imagine. Exactement. Oui, moi j'étais en train de me dire qu'on est probablement dans une blessure de rejet relativement travaillée, parce qu'on sent que vous avez conscience de vos mécanismes. Mais en fait, mon hypothèse, c'est que ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'être vu tel que vous êtes, parce que probablement votre plus grande peur, c'est que si on voyait qui vous êtes vraiment et que vous étiez rejeté pour cela, ça serait très 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 douloureux. Et que vous avez besoin d'être restauré dans votre identité et qu'on vous montre que ce que vous êtes vraiment est profondément aimable au sens littéral. Peut être aimé. Oui, ça me parle assez, parce que alors je le fais moins maintenant parce que je regarde mes fonctionnements, mais j'ai eu beaucoup besoin de faire valider mes idées à mon époux, par exemple. C'est-à-dire lui dire, alors j'ai vécu ça, je l'ai interprété comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aurais vécu la même chose? Du coup, je le fais moins maintenant, mais j'ai beaucoup besoin de me faire valider la façon dont j'interagis avec les autres. Et est-ce que vous arrivez à vous affirmer, à dire non? Ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Alors, souvent quand je le fais, j'arrive à le faire, mais du coup, je mets un masque que les autres considèrent autoritaire. Parce que je mets des grosses barrières, en fait. C'est-à-dire que je vais... Il y a des personnes qui ont pu me considérer comme dictateur, en fait. Mais c'est pas dans l'idée de diriger, c'est dans l'idée de dire stop. Là, vous ne pourrez plus avancer plus loin. Oui, mais j'entends, vous ne pourrez plus, ça veut dire que vous ne le faites pas tout de suite, l'affirmation, vous voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est violent, parce que justement, c'est quand ça commence à déborder que vous arrivez à le faire. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire que la première phase, ça va être, je vais m'exprimer, je vais expliquer pourquoi je suis pas d'accord, avec de la pédagogie, des choses comme ça. Et si je ne suis pas entendue, et qu'on revient à l'assaut une fois, deux fois, à la troisième fois, c'est niet, je coupe net, et je deviens autoritaire. Delphine, si on vous entend pas à la première fois, c'est que vous ne le dites pas clairement. Ou alors vous avez choisi quelqu'un qui exprès appuie là où ça fait mal. Ou se sont autorisés à négocier, mais c'est vrai que les relations, c'est toujours une espèce d'émetteur à deux têtes. Donc, vous essayez d'émettre un message et l'autre essaye de tester pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut prendre le pouvoir sur votre message. Alors, quelles sont les solutions pour Delphine, alors? Vraiment, c'est apprendre à prendre sa place et se donner l'autorisation d'exister telle qu'elle est. Quand je pose une limite, si l'autre n'est pas content, c'est normal, il est juste dans son rôle de autre qui n'est pas content qu'on lui pose des limites. Mais c'est pas grave, ça ne raconte rien de moi. Même si l'autre en venait à se séparer de moi, ça ne raconte toujours rien de moi, ça raconte que lui n'est pas capable ou n'a pas envie de se faire poser des limites comme ça, ou d'associer sa vie professionnelle ou sentimentale à quelqu'un qui est comme je suis. Ça ne raconte pas quelque chose sur ma valeur personnelle. Donc là, il y a un boulot à faire sur le sentiment de valeur personnelle. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en effet, ce que va penser Delphine, c'est il me rejette et ça et montre donc, bien, je suis nulle. Ça montre bien la blessure de rejet qui doit être forte chez vous, Delphine. Vous voyez ce que dit Ariane? Oui, je comprends d'autant mieux que j'ai découvert en travaillant sur moi qu'il y avait eu un message assez important enfant
que je prenais au départ comme une chance et j'ai réalisé l'impact négatif qu'il avait derrière, c'est que je suis arrivée, ma maman a réussi à avoir un enfant après, donc à m'avoir moi, après avoir eu une multitude, trois je crois, fausses couches. Ouais. Et donc je suis arrivée comme l'enfant entre guillemets roi, on m'a répété constamment « t'étais attendue, t'étais attendue, t'étais attendue », mais on m'a aussi expliqué les autres qui étaient passés avant et pourquoi moi je suis restée et j'avais cette notion et j'ai découvert que j'avais une notion d'imposteur chez moi qui était assez lourde et d'autant plus que derrière moi j'ai un frère qui a une maladie psychiatrique et toujours pareil, pourquoi lui il est malade et moi je suis passée au travers, donc je suis au milieu de ça et j'ai réalisé que ça avait eu du poids en fait dans mais oui, ma Delphine, façon mais d'interpréter quand on les a choses. été très attendu, on se sent pas autorisé à décevoir les attentes. Et c'est Aussi, ça oui. c'est ça qui vous arrive quand ça vous fait mal de pas être vu tel que vous êtes. C'est que vous avez besoin, vous, de pas être attendu, d'être juste vous et que ce soit serein et agréable pour tout le monde, quoi. Je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, je suis complètement d'accord avec C'est vous. difficile, J'aimerais les bien qu'on attentes. qu'on m'accepte effectivement Mais tel oui. que je suis et pas tel qu'on Mais- voudrait que je sois. Quand même, quand on vous écoute, Delphine, on voit que vous êtes lucide sur Tout à vous-même. fait. Et donc, ça doit être assez gérable aujourd'hui, même si ça a peut-être été difficile quand vous étiez ado, mais aujourd'hui, c'est gérable. Maintenant, oui, mieux parce que j'ai aussi fait quelques années d'analyse liées à une autre chose, mais ça m'a permis de découvrir qui j'étais aussi. Il a fallu que je sorte du filet d'un papa pervers narcissique, donc ça m'a aussi permis de découvrir qui j'étais personnellement. Et maintenant, oui, j'arrive à mieux gérer mes émotions, à les mettre de côté quand je les sens arriver, à laisser descendre la colère et à me poser plus Tranquillement. oui. voilà, plus tranquillement. Ouais. Et Mais oui, il si y a, vous ajoutez la perversion en plus, vous imaginez, dans la Ah oui, ça a été perversion, rude. tout est un sujet d'attente, c'est-à-dire qu'on est manipulé pour Ouais, tout le faire temps, ce ouais. que l'autre attend de nous. Donc Ouais. vous êtes coincé au milieu des attentes de votre mère et de votre père. C'était tout à fait ça. Et j'ai réussi avec une petite notion de culpabilité avec ma maman, j'ai réussi à décrocher. Ouais. Et puis mon père, je m'en suis carrément éloignée, puis bien sûr. j'ai abdiqué quoi. Oui. Donc, oui, effectivement, je voyais. Alors, j'étais plus partie sur une notion d'imposteur, moins que rejet, mais effectivement, en vous écoutant toutes les deux, ça paraît beaucoup plus clair pour moi dans ma façon de fonctionner au quotidien. Et puis, maintenant, je le vois. Enfin, j'arrive. J'ai mis des mécanismes en place pour me protéger moi, en fait, surtout pour éviter de souffrir moi. Quitte à ce qu'en face, des fois, ça les fasse souffrir. Et je me dis, ce que vous venez de me dire, c'est que ça regarde ce qu'il a vécu lui, s'il souffre ou elle, mais pas moi. Et que moi, pour me protéger, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Oui, mais vous savez, Delphine, c'est vraiment l'histoire que raconte assez bien Jacques Salomé, d'ailleurs, de l'écharpe. Hein. Chacun tire de son côté ou du pont, on fait la moitié, et puis l'autre fait la moitié, et puis voilà tout. On n'a pas à penser qu'on doit faire plus que la moitié. Hein. Oui. Mais j'avais tendance à faire beaucoup plus que la moitié, moi. Avant. J'étais plutôt 80. Oui, gardez de la belle énergie pour vous et ne faites que la moitié. Hein. Oui, c'est ce que je fais maintenant. J'essaye de plus en plus de réduire. J'en suis pas encore à 50-50, mais je m'en approche. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci en tout cas Delphine de ce témoignage. Et on voit bien comment on peut avancer déjà par soi-même, puis on a entendu aussi que vous avez été en thérapie. Il y a du travail, mais quelle liberté vous vous êtes autorisé grâce à ce travail, je crois que c'est le message qu'on peut passer à ceux qui nous écoutent, il me semble, hein, Delphine. Ah oui, complètement. Je découvre une autre personne, en fait. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce travail-là, c'est d'apprendre à se connaître. Quand j'ai commencé ma thérapie, je disais souvent, mais pourquoi on n'est pas avec notre mode d'emploi? Qu'est-ce que ce serait plus facile? Ça serait trop simple.
Ouais. Mais non, en fait, c'est nous qui l'écrivons. En Oui. fait, j'ai compris que c'est nous qui devions l'écrire. Et c'est dommage qu'on ne se mette pas à ce travail-là un petit peu plus tôt. Souvent, il faille attendre une blessure ou une souffrance telle qu'on soit obligé de tendre la main, en fait, de dire aidez-moi, j'y arrive plus. Et pourtant, c'était pas gagné avec moi parce que j'étais un petit peu. Pour moi, c'était faible en fait d'aller chercher de l'aide comme ça. Et, Pour beaucoup, mais on est là pour vous aider et c'est une force que Et d'accepter un de l'aide. courage. Ouais. Merci Delphine. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News Julia Palombe qui va nous rejoindre. 14h07, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Ariane Calvo, nous allons accueillir Julia Palombe qui va nous parler de ses tétons. Oui, Qui sont cachés quand qui même sont aujourd'hui. cachés. Pas toujours, mais aujourd'hui ils sont bien cachés. Oui, je les ai mis sous une petite fourrure. Ils ont froid sans doute. C'est ça, il fait trop froid. Mais pourtant, le front de la libération du téton est en train de gagner du terrain. Enfin, en tout cas, peut-être. C'est la question qui brûle les lèvres de toutes les madones au grand cœur, les yeux rivés vers la mama. Alors, pas celle d'Aznavour, mais celle de Facebook et Instagram. Elle s'appelle Meta. Oui, parce que Meta brassière ou Meta pâte à brassière? Tenez la question. Tremble, vieux monde. Les Amazones reprennent du service. Les divas, les mamans, les mannequins, les mamies jolies, les pom-pom girls. Cette sexy news est pour vous. Fuck la censure et viva nos poitrines nues, nos nichons libérés. 2023, on peut enfin trinquer. Mais pas si vite, papillon. N'allez pas croire que tout le monde est d'accord pour tomber le haut. Oh là là, malheureuse. Certainement pas. Pudibonderie oblige tous les rabat-joie et toutes les rabat-joises, si je puis m'exprimer ainsi. Cachant ce cœur que nous ne saurions voir, appel à la légèreté, non de l'être malheureusement, mais de la victoire sur Meta, puisque ce n'en est pas encore une. Ce n'est pas sûr qu'on puisse libérer nos tétés. Il va falloir vous attendre. donné de l'espoir là. Oui, mais parce que c'est quand même dans les tuyaux. D'accord. Ça arrive. Alors, il y en a qui évidemment, qui s'énervent, qui crient. Comment ça, se foutre les lolos à l'air sur la toile? C'est une avancée pour la liberté des femmes. On veut du fric, pas des nichons libérés, crie-t-elle, qui veut bien l'entendre. Puis de l'autre côté, tu as les autres qui répondent. L'expression de tous est primordiale. Nous demandons à Meta de prendre ses responsabilités quant aux valeurs des droits humains. En quoi les tétons des hommes seraient-ils les seuls à ne pas être sexualisés? Tic-tac, tic-toc. Bref, l'attente est insoutenable. Pourtant, il nous faudra patienter jusque mi-mars pour savoir si oui ou non nous pourrons libérer nos tétons, virtuellement parlant, bien sûr. Oui, non, parce que... Oui. Évidemment. Alors je suggère quand même à Meta de faire cela le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ça aurait de la gueule, puis ça ferait un petit peu jaser dans les cours de récré. Mais alors attention, on va peut-être pouvoir montrer ces nichons en réalité virtuelle sur Insta et Facebook, sous couvert donc d'égalité homme-femme, mais maudite soit celle à qui viendrait l'idée de montrer sa poitrine dans la réalité vraie, évidemment. Ou pire, de vendre sa poitrine dans la réalité vraie. Non, là, faut pas déconner. La prostitution reste interdite dans le monde réel. Il faut suivre, les cocos. Vous la sentez, la Non, vaseline? la prostitution n'est pas interdite. Dans la vie réelle? Non, c'est les clients qui sont pénalisés. Ah, alors oui. Mais vous autant avez- pour moi. J'ai pris un raccourci. C'est l'intelligence de la loi. J'ai pris un raccourci. On peut la remarquer, cette intelligence de la loi. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous prostituer, mais les clients n'ont pas le droit de venir. Chercher l'erreur. Elle est bonne, celle-là. Oui. Bref, enfin, en tout cas, dans les métaverses, donc, avec leur tété à l'air, leur économie parallèle, leur plaisir illimité, qui nous font miroiter. Bon, inutile de vous faire un dessin. Meta est en train de nous sodomiser à sec, les chéris. Elle flatte nos poitrines pour mieux nous bouffer tout cru. Je le sens venir. Tu m'auras pas, Meta. Je vois clair dans ton petit jeu. Je n'ai pas besoin de montrer mes seins sur Cela dit, on Instagram. ne peut pas montrer nos fesses non plus. Alors oui, moi le cul, je le montre régulièrement d'ailleurs. Vous voulez dire que... Les fesses sont pas interdites. Ah, ça, c'est Enfin, clair. pas le devant, si je montrais... Non, bien sûr, mais les fesses, ma petite vos fesses nues peuvent... Les fesses nues passent tranquilles. Ah, c'est curieux, ça, D'hommes quand et de même. femmes. C'est les Et pas tétons. les seins. Fixation sur les tétons. Ah, les tétons. Les tétons des femmes, c'est la fixette. Mais bon, Mais ça, c'est vrai. qui va peut-être être relevé, mais c'est vrai, c'est une fixette. Mais d'ailleurs, dans la vraie vie aussi, moi qui mets souvent, là c'est pas le cas, mais moi qui mets souvent zéro soutif, les gens me le font remarquer. Ah oui? Mais bien sûr, Vous avez on me le pas dit de souvent. soutif, ça c'est une chose, mais vous avez souvent quand même des hauts très transparents, Julia Palombe. Excusez-moi. Brigitte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Ça tant qu'à faire, oui, c'est vrai. Ça peut déranger un petit peu, mais enfin moi, C'est vrai. moi je trouve ça très très sympathique, mais Non, mais que les gens le remarquent, mais qu'ils lui fassent remarquer. Elle n'a rien demandé.
Ah oui, non, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Mais c'est Alors, qui? on va voir si C'est ça des avance. femmes qui vous font remarquer ça? Des femmes, des hommes. Oui. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Plus que les mini-jupes, par exemple. Quoique, on commence à me faire aussi des réflexions sur les mini-jupes. Mais où va la France, mesdames et messieurs? Bref, en parlant de femmes puissantes, pendant ce temps-là, dans la réalité vraie, au Qatar, là où l'on tue les homosexuels, Beyoncé, ornée de paillettes, des cheveux au téton, elle a vendu 1 heure de show pour 24 millions. Pas mal, hein. L'argent n'a pas d'odeur, diront certains. Moi, je dis, elle devrait les redistribuer, les millions, façon Robin des Bois, enfin Robin des Bois. Non, je n'ai pas dit Rabine des Bois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, si certains en doutent encore, force est de constater que le féminisme est devenu quand même un business. Et certaines se font manifestement les ovaires en or. Aussi, l'on comprend mieux peut-être la naissance récente du féminisme. Avez-vous entendu parler de ça, Brigitte? Non. Féminisme, contraction évidemment de femelle et féminisme. Cette revalorisation de la réalité biologique de la femme. Il ne suffit pas de porter des talons et d'aimer le rose pour être une femme, clament Dora Muto et Marguerite Stern, les créatrices de ce mouvement. Alors c'est quoi? Ça part de quoi ce mouvement? Eh bien, ça parle de la réalité biologique, c'est-à-dire qu'une femme n'est pas un homme, c'est ça? Qu'une femme n'est pas un homme, exactement. Il y a eu des débats autour de sur la question de la transidentité. Exactement. Voilà. C'est-à-dire? Que quelqu'un qui serait né homme ou biologiquement un homme au début n'est pas non plus une femme. Bien sûr. Une fois la transidentité faite. Bien sûr. Voilà, il y a eu un gros débat là-dessus. Oui, mais enfin, ça me paraît évident. C'est-à-dire que ah oui, mais Brigitte, on peut fabriquer un vagin, mais il n'aura toujours pas d'utérus. Enfin, oui. Certes, mais c'était Dora Muto qui était en direct et je l'ai vu cette émission. Elle a eu quand même énormément de détracteurs. Oui. Sa parole a eu beaucoup de mal à passer. Et donc c'est à la suite de ça qu'elles ont créé ce mouvement. D'accord. Et donc vous pouvez aller voir d'ailleurs pour bien expliquer que de toute façon, biologiquement, on est une femme ou un homme. Exactement. Et après, on peut, sur le plan identitaire, faire croire qu'on est une femme si on est un homme ou l'inverse. Exactement. Mais on restera de toute façon biologiquement. C'est ça. Enfin, c'est juste scientifiquement vrai, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, dans un monde où tout part en couille. Oh, j'allais le dire. Je cherchais une petite glissade, mais j'ai pas eu le temps de la trouver. Tout part en couille, mes chéris. Alors bon, donc elles sont là. Elles auraient dit ça. Moi, je dis elles auraient pu ajouter aussi. Il ne suffit pas de déballer ses tétons sur la toile pour être une femme, puisque c'est le sujet du jour. Et si au fond la question était, c'est quoi être une femme? Comment les femmes pourraient-elles se libérer de leur chaîne, accueillir pleinement leur puissance sexuelle femelle, puisqu'on en parlait, qui n'est autre que l'équivalent de la virilité, puissance sexuelle mâle. Alors chasser leur honte et embrasser la jubilation d'être femme, voilà un projet qui me semble digne de notre nature. Allez les meufs, soyons femelles, soyons chattes, tigresses, lionnes, soyons femmes avec ou sans soutif, femmes et fières de l'être. Oui, mais ça c'est très intéressant ce que vous dites, Julia Pallon, parce que le vrai problème de beaucoup de féministes, c'est qu'elles veulent plus avoir de règles, elles ne veulent plus avoir mal au ventre, voilà. Enfin bref, elles ne veulent plus tout ce qui fait qu'on est femme. Et bon, c'est vrai que c'est pas tellement rigolo les règles, mais bon, après tout, pourquoi pas. Enfin, c'est pas très rigolo non plus quand on a 18 ans, qu'on a mal aux couilles tellement on est bourré de testostérone et qu'on pense qu'à baiser. Enfin, je veux dire, chacun ses emmerdes. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Ariane Calvo? Je pense que la libération de la femme ou des femmes, ça passe par beaucoup de choses et pas seulement effectivement le droit à une image décomplexée, mais qu'effectivement ça passe déjà par comprendre qui on est et s'accepter. Prendre sa place, oui, en tant que soi-même. Oui, effectivement, s'accepter plutôt que de nier nos réalités, notamment biologiques. Je crois que ce serait vraiment un chemin. Et effectivement, célébrer cette puissance sexuelle. Bon, et évidemment, pas là, qu'on nous y autorise. J'en parle beaucoup sur scène. C'est aussi le sujet de mes spectacles. Mais c'est ça. Je crois que cette puissance sexuelle. Oui, enfin, si on a envie d'être nonne, on a le droit aussi en tant que femme. On a complètement le droit. Mais je crois qu'être nonne, moi, je me rappelle d'avoir vu Mère Teresa. Elle m'avait scié. J'avais vu une émission où elle marchait pieds nus dans le sable et où elle racontait la jouissance. Moi, je l'ai rencontré, Mère Teresa. Moi, je trouve qu'elle avait une puissance. Elle était femme, bien sûr. Elle était très femme. Puissante, elle racontait cette jouissance du pied nu dans le sable et je m'étais dit, ok. Elle embrasse complètement sa féminité, la femelle qui est en elle. Simplement, ça se ne dirige pas vers le boucaquet tout de suite, quoi.
Bon, en tout cas, en tant que femelle, vous êtes sur scène samedi, ça va dégager. Oui, hein, j'aurai mes petites oreilles de lapin. Samedi 28 janvier au théâtre Montmartre Galabru, c'est votre nouveau spectacle. Oui, c'est la première samedi, il reste très peu de place, donc si vous voulez vous joindre à nous, il faut vraiment se dépêcher. Donc ça s'appelle Fantasy, et donc ça va être très chaud, hein, évidemment, avec vous. Les fantasmes, les femelles et les mâles vont sortir de leur cage. Bon, eh bien, vous nous raconterez tout ça, Julia Palombe, et puis en tout cas, bravo. Merci à vous. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Merci de me recevoir dans votre émission. Ben, je vous en prie. Je suis avec assiduité, j'écoute tous les podcasts et je suis fan. Oh, bah, c'est gentil, Sandrine. Une grande fan, et merci pour tout. Voilà. Eh ben, je vais vous poser comme première question, quelle est pour vous la première chose que vous diriez quand on est une femme? Qu'est-ce qui, pour vous, représente le plus la féminité? La liberté, je dirais, et aussi avec ce qui se passe dans l'actualité, ce serait un rêve, un idéal que toutes les femmes soient libres. Et parce qu'on est quand même dans une société où on est vraiment maltraité, je trouve. Donc nous, c'est vrai qu'en France, on a quand même des bonnes conditions, même si il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des pays où c'est vraiment l'horreur. Donc voilà, être une femme, ce serait être libre, quoi. Voilà. Oui, mais ça, Sandrine, on pourrait dire que c'est valable pour tout individu, que ce soit un homme ou une femme. Enfin, moi, je suis pour la liberté des hommes aussi. Ah oui, tout à fait. Donc ma question, elle était plus quelle serait la qualité première que vous diriez ou que vous revendiqueriez en tant que femme? Je sais pas trop. Qu'est-ce qui vous viendrait comme ça à l'esprit? Vous en tant que femme, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. L'égalité, alors je dirais. Ben oui, mais vous restez sur la même réponse. Vous parlez pas de vous, vous voyez? Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous distinguez des hommes? Vous, Sandrine? Ma sensibilité. D'accord, pourquoi pas. Voilà. Après, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont sensibles, mais je dirais ma sensibilité à... Votre perception de votre sensibilité. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui est très en relation avec votre sensibilité. Oui. On pourrait dire ça. Oui. Et beaucoup d'empathie aussi, beaucoup d'empathie. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais si, là vous parlez de vous. Oui, de moi, voilà, oui, tout à fait, de moi. Oui. D'accord. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez entendre de la part d'un homme, puisque vous êtes sensible? Qu'il m'aime, et au-delà de l'entendre, le ressentir. D'accord. Et comment vous le ressentez? Par les actes, par les paroles, mais surtout par les actes. Et alors, quel est le plus bel acte qu'ait fait un homme qui vous aime? Alors, moi, je pense que c'est au quotidien, de l'aide, de la solidarité, et au niveau de vous sentir soutenu, en fait. Hein. Carrément. Ouais, c'est, en schématisant un peu, c'est peut-être pas très joli le terme, mais c'est qu'un esprit de se rendre service, de se faciliter la vie l'un l'autre. D'accord. Et pour moi, ça passe par les actes, par les paroles, bien sûr. C'est très agréable d'entendre des par belles les actes paroles. aussi. Mais les actes, il n'y a rien de plus vrai que les actes. D'être que la personne que j'aime soit au rendez-vous quand j'ai besoin d'elle, et vice-versa. Bien sûr, moi aussi être. Je vous laisse poser une question à Ariane Calvo maintenant, si vous voulez. En fait, à toutes les deux, parce que je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, je pense que mes blessures d'enfance ont été réparées par la maternité. Donc, je dirais intéressant. On va revenir sur ce sujet avec vous, Sandrine. Restez avec nous. On fait une toute petite pause et puis vous allez nous dire d'abord comment vos blessures ont été guéries par la maternité. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Ariane Calvo, on va revenir sur les blessures d'enfance avec Sandrine, parce que Sandrine, vous nous dites quelque chose qui est intéressant. Hein. Vous dites que c'est la maternité qui a guéri vos blessures d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est intéressant? Alors, je pense que vraiment, à partir du moment où j'ai été maman, c'est comme si j'avais fait la paix avec mes blessures d'enfance, et que lorsque j'y pensais, ou
que j'en parlais, mes émotions étaient complètement différentes. Maintenant, Alors, je peux en parler. C'était quoi vos blessures d'enfance pour vous? Pour moi, en fait, j'ai grandi, on est 6 filles, et j'ai grandi dans une insécurité totale, avec un père violent, alcoolique, une mère soumise, un grand-père abusif, envers une de mes sœurs, c'est moi qui m'en suis rendu compte. Voilà, vraiment dans une insécurité. Et ça a été difficile. Et à partir de mes 18 ans, donc j'ai quitté la maison. Oui. Donc j'ai été maman à 27 ans. Mais même à partir de mes 18 ans, je pense que la maternité, dans le sens où j'ai eu dans ma vie 2 femmes que j'ai rencontrées et qui ont été pour moi une figure maternelle, sans être, je sais très bien que ce n'était pas mes mamans, mais voilà. Et du coup, ça aussi, ça m'a réparée. Donc, sur la maternité que j'ai trouvée, c'était mes belles-mères dans le sens où c'était les mamans de mes conjoints, 2 conjoints successifs. Donc, la maternité que j'ai trouvée avec ces femmes qui ont été formidables pour moi, et moi, après aussi, le fait de devenir maman, a fait que c'est comme si c'était un apaisement et une paix intérieure. Donc vous êtes senti accueilli et réparé par d'abord ces 2 belles-mères, voilà, et donc prête à accueillir votre enfant, c'est ça? Oui, mes 2 enfants qui sont maintenant grands, qui ont 27 et 23 ans. Et voilà. Et du coup, je suis en paix avec mon passé, et je pense que c'est grâce à ces 2 femmes que j'ai croisées et au fait d'être maman et voilà, et de pouvoir raconter mon enfance à mes enfants. Je leur ai écrit un petit livre, un petit journal que je leur ai remis à Noël, là, tous les 2, avec des photos, ce que j'ai vécu. Bon, ils savaient un peu, mais voilà, je suis une maman imparfaite, hein, ça c'est sûr, mais tout me va, là, je suis bien. Mais il y a quelque chose chez vous peut-être qui vous a d'ailleurs sûrement sauvé de cette famille quand même très toxique, c'est qu'il y a une sorte de gentillesse, de presque de naturel qui est très, très touchant, et je crois que c'est quelque chose qui a dû vous aider, c'est-à-dire que vous avez dû traverser votre enfance en restant quand même quelqu'un de fondamentalement gentil et qui... Ah oui. Oui. Carrément. Ah oui, j'étais une petite fille sage, adorable, hein, c'est comme ça que je me vois. Oui, d'ailleurs, là, je me suis, il y a quelques mois, je me suis imprimé une photo de moi et je me l'ai mise sur mon frigo et je me parle et je me trouve trop mignonne et j'étais gentille. Oui, mais je trouve qu'on ne met pas assez en valeur cette qualité qu'ont certaines personnes, comme vous semblez avoir, et c'est certainement ce qui vous a sauvé, enfin il me semble. Oui, peut-être. C'est possible, que le fait que votre gentillesse et votre douceur soient accueillies et valorisées par des personnes qui incarnaient une forme de maman, même si vous dites je suis consciente que c'était pas mes mamans, mais elles ont joué un rôle de référent maternel puisqu'elles étaient la mère de vos conjoints. C'est possible que ça vous ait valorisé et que ça ait pu réparer des choses. Je suis intriguée parce que ça ait réparé des choses en vous, c'est-à-dire que vous, dans votre identité, dans la façon dont vous vous percevez, je le comprends, mais que ça vous ait conduit à pardonner ce qui vous a été imposé, ça m'est un peu plus questionnant. Qu'est-ce que c'est le lien, le chemin que vous avez fait pour en arriver là? Je me suis libérée par rapport à mon père, c'était quelqu'un de très autoritaire, que l'on craignait beaucoup, qui pouvait être violent, du coup on se faisait toute petite. Et quand je suis devenue adulte et que je suis partie de la maison, je me suis positionnée, je me suis libérée de lui. Je l'ai affronté quand je me suis mariée. Quand je lui ai annoncé, par exemple, il m'a dit tu choisiras entre tes grands-parents et moi. Enfin, il avait bu et je me suis opposée à lui. Je lui ai dit j'ai fait mon choix, c'est pas toi qui seras là à mon mariage. Et je me suis affirmée. J'ai trouvé le courage de m'affirmer et de me dire que je n'avais plus peur de lui. Vous venez de parler de vos grands-parents, donc vous aviez quand même eu des bons grands-parents. De l'autre côté, des grands-parents maternels qui n'étaient pas très présents. Par contre, ma grand-mère paternelle, elle était très présente, mais comme c'était son mari qui était, le prédateur de la famille,
elle a quand même été très importante pour nous, très bienveillante. Oui, donc il y a quand même, il y a eu quand même elle savait qu'on était en danger, donc elle nous faisait passer des messages que j'ai réalisé bien plus tard, qu'on n'allait jamais aux toilettes avec papy, des choses comme ça graves, quoi, qu'on comprenait pas. Certes, mais il y avait quand même des adultes quand vous étiez enfant qui tenaient la route, ce qui explique aussi que vous ayez pu traverser tout ça. Oui. Bravo. Et mes sœurs, parce que voilà, j'ai une sœur dont je suis très très proche, on a 13 mois d'écart, et on a traversé beaucoup de choses toutes les deux, et ça... je me dis si j'avais été fille unique ou ça aurait été complètement différent. La solidarité entre sœurs, c'est énorme. C'est votre aînée ? Non, c'est moi l'aînée des 6 filles. Oui. C'est moi l'aînée. Mais voilà, on a traversé tellement de choses toutes les deux que voilà, on est adultes. Et surtout, on communique beaucoup. On sait, on parle beaucoup de plein de choses et on en rit aussi parce que voilà, il faut aussi des fois savoir tourner les choses un peu comme ça aide, mais voilà. Mais une sœur, des sœurs, mais une sœur comme ça, c'est hyper précieux. Mais donc je comprends mieux en fait, c'est pas tellement une question d'avoir pardonné les personnes qui vous ont imposé autant de violence, c'est plus que vous avez à un moment ou à un autre décidé que ça ne vous pourrirait plus la vie et que carrément. Voilà. Oui, vous avez raison, c'est ça. Ah oui, je me suis positionnée, j'ai dit stop. Bon, mon père est décédé maintenant, mais quand j'étais adulte, je le voyais une ou deux fois dans l'année. Quand je l'avais décidé moi, et mes enfants, ils les voyaient comme moi, en même temps que moi, quand je l'avais décidé. Et j'ai pris le pouvoir quelque part. Oui, c'est une décision. Sur lui. Oui, bien. Carrément. J'ai trouvé la force et le courage, mais c'est pas facile. Mais après, disons, voilà, de ne pas rester au stade de victime toute sa vie, quoi, mais de construire sa propre vie en fonction de ses valeurs. Oui. Ah oui, de me positionner en tant qu'adulte responsable et conscient de cette relation toxique et aussi de savoir ce que je voulais. Ce qui vous a permis d'être un parent très différent, j'imagine, de ceux que vous avez eus. Ouais. Complètement. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Sandrine, c'est qu'on voit bien que chaque individu va faire comme il peut avec avec parfois des histoires également douloureuses. On pourrait croire, parce que Sandrine, on entend sa voix, tout ça, on entend une femme gentille, assez, on pourrait presque dire pas spécialement forte, etc. Et puis on voit derrière ça la capacité que vous avez eue de vous opposer à votre père, qui était quand même un homme violent, donc il fallait le faire. Non, comme quoi, il faut vraiment voir que tout est possible et que chacun va. Mais vous avez accepté très vite, j'imagine, de sortir de ce rôle. Vous n'avez pas voulu être une victime. Non, et ça, c'est peut-être ce qu'on retient de plus intéressant dans votre témoignage. Et je l'ai accompagné avec ma sœur malgré tout dans ces derniers jours. Parce que malgré tout ce qu'il nous a fait subir, il était très en demande de nous au moment de mourir. Et on a répondu présente, ma sœur et moi, on a été très présentes, on l'a accompagné. Et j'en suis aussi heureuse de ça. Parce que on a pu lui dire des choses, il nous a dit des choses aussi. Et malgré ça a nettoyé, ça a nettoyé quelque chose, évidemment. Et puis c'est une façon de lui dire on ne se comportera pas comme toi. C'est pas donnant ce que l'on a choisi de vivre. C'est malgré tout ce que tu as été, nous, on va fonctionner en fonction de ce qui nous semble juste à nous. Beaucoup d'amour. Alors sûrement qu'il nous aimait, mais on peut aimer mal. Absolument. Donc voilà, l'amour, c'est tellement... on pourrait en parler des heures de l'amour. On peut aimer trop, on peut aimer pas assez, on peut mal aimer. Et il faut aimer à la bonne distance. Ça, c'est pas facile non plus. Mais et c'est pas pour ça que je suis une maman poule non plus. Et ça, je voulais pas non plus être une maman. Mes enfants, ils sont adultes, ils font leur choix. Je suis là, je les aime. On a une très bonne relation. Enfin, je pense. Enfin, j'en suis sûre même. Et voilà, quoi. C'est un amour profond, mais sain. C'est-à-dire que vous avez su les aimer tout en faisant quand même preuve d'éducation, et c'est ça qui est aussi important. On peut aimer ses enfants, mais il ne faut pas être débordant d'amour sans autorité. C'est toujours la même histoire. Merci beaucoup Sandrine. On continue bien sûr après les infos à évoquer les blessures d'enfance et puis à voir comment on peut justement les guérir. Mais tout de suite, c'est la devinette du jour. Écoutez bien Ariane Calvo, parce que je pense que la réponse, vous pourriez la trouver. Pourquoi Jean
Jean de La Fontaine met un masque lorsqu'il fait un cunilingus à sa femme. Enfin, mettez un masque, parce qu'il est mort à La Fontaine depuis le temps. Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis quant à vous, si vous avez envie de nous raconter votre blessure d'enfance, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Ariane Calvo, psychologue et auteure de l'autonomie émotionnelle, nous évoquons les blessures d'enfance. Petit rappel, elles sont surtout au nombre de 5, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Et on a souvent un petit peu de plusieurs. Hein. C'est rare qu'on n'en ait qu'une et c'est rare qu'on n'en ait aucune surtout. Avant de donner la parole à Nicole qui nous a rejoint, petite devinette. Pourquoi Jean de La Fontaine met un masque lorsqu'il fait un cunilingus à sa femme? Pas d'idée. J'ai cherché. Elle s'appelle Madame La Fontaine, donc elle est femme Fontaine. Alors il est bien obligé de mettre un masque s'il veut pas être noyé, n'est-ce pas? Voilà. J'aurais pu dire une bouée même. Hein. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Brigitte, ça me fait rire votre devinette. Je n'aurais pas trouvé. Rassurez-vous, on ne trouve pas souvent mes réponses à mes devinettes. Bonjour à vous Brigitte et puis à Ariane. Bonjour. Bonjour Nicole. Toujours très heureuse de vous avoir en ligne et surtout de vous écouter tous les jours parce que vous apportez énormément. Merci. Et oui, on essaye de vous faire avancer, de grandir ensemble. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Oui, mais il n'y a pas trop. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui vous écoutent. Surtout les hommes. Oh, on a beaucoup d'hommes qui nous écoutent et qui témoignent. Non, ne croyez pas ça. Non. Oui, alors dans les blessures dont vous parliez, là, les 5 blessures, moi j'ai eu droit aux 5. Aux 5 blessures, c'est-à-dire j'ai été élevée dans une famille où j'avais de la violence physique et psychique, surtout par mon père. Et donc il y a eu un viol, un inceste. Et pour faire rapidement... C'est-à-dire votre père a abusé de vous, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, il me disait toujours, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Bon, après, ma mère a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit, comment dirais-je, puni, qu'il aille en prison. Donc, elle a divorcé, condamné, voilà, elle a divorcé. Mais de m'avoir toujours dit que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, que bon, ça reste en mémoire. Surtout dans vos jeunes années, j'imagine. Oui, bien tout sûr, à fait. Bien sûr. Tout à fait. Donc, suite à cela, il a fallu que j'arrête mes études. Après cette condamnation, qu'on se mette à travailler, mes sœurs et mes frères, parce qu'on est une famille nombreuse. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et après, moi, j'ai trouvé... on sait que c'était un échec, ce divorce. Donc, on a divorcé avec mon ex-époux. Et par la suite, malgré tout, je me sentais toujours nulle. Parce que je dis, j'ai pas réussi mon mariage. Avec mes enfants que j'ai réussi. Maintenant, c'est ce que je me dis. Et donc, je suis allée voir un psychiatre pour me faire suivre. Et qui m'a dit, mais madame, vous n'êtes pas nulle. Et ce mot... cette phrase qu'il m'a dit, vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas nul. Non seulement vous avez repris vos études à 30 ans, vous avez élevé vos 3 enfants toute seule, donc vous n'êtes pas nul. Et ça m'a aidé malgré tout à continuer dans ma vie professionnelle et affective en me disant, mais non, je ne suis pas nul, je suis quelqu'un de bien. Et c'est intéressant parce que c'est la parole d'un sachant, hein, en quelque sorte. Le psychiatre, c'est quelqu'un qui, pour vous, était donc un sachant. Et ça, là, vous l'avez entendu. Alors, j'imagine que vous aviez forcément autour de vous des gens qui vous appréciaient, mais il fallait quelqu'un qui ait une autorité, que vous respectiez, qui vous dise, vous n'êtes pas nul. Tout à fait. Et au fil du temps, je continue à élever mes enfants, j'ai repris les études même à 57 ans. Et maintenant, je suis à la retraite, c'est bien heureuse. Et là, dernièrement, au mois de septembre de l'année dernière, par hasard, j'ai assisté à un cours de Qigong, la méditation. Et là, ça m'a encore libéré de beaucoup de chaînes. Je suis ravie d'avoir trouvé cette... ça vous apporte une paix intérieure, hein, tout à fait, tout à fait. Et ça me change. Je dis à chaque séance, c'est une fois par semaine, mais je dis à la formatrice, ça me change,
Je suis en train de changer, malgré que j'ai 64 ans, je deviens vraiment moi-même. On peut avancer toute sa vie. Et ce qui est intéressant, oui, c'est que ça doit nettoyer de l'intérieur de la toxicité qui reste. Tout à fait. En tout cas, vous avez une sensation de transformation intérieure. Oui. On le sent quand on vous entend. Oui, oui. Et je vais beaucoup plus facilement. Bon, j'avais facilement vers les gens, mais là, sans a priori, je dis ce que je pense. Je ne me retiens pas dans ma façon de m'exprimer. Ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, voilà, je m'exprime. Et là, je vais tenter d'autres expériences dans d'autres domaines. Mais je suis ravie d'avoir, malgré à 64 ans, rencontré cette personne. Nous travaillons en groupe et nous ne sommes pas jugés. C'est formidable. Alors, si mon message peut aider d'autres auditeurs, qu'ils essaient au moins ce genre de médecine ou autre. Quoi. Mais ça fait alors, bien. ça marche pour vous, ça marcherait pas forcément pour tout le monde, mais ce qui est intéressant quand même à comprendre, et c'est ce message-là que vous pouvez transmettre à ceux qui nous écoutent, c'est que à un moment donné, il y a rien à faire. Il faut se recentrer sur soi et être en paix avec soi à l'intérieur de soi. Et ça, il y a des choses qui nous l'apprennent plus que d'autres. On peut se promener dans la nature et se recentrer sur soi, ça peut suffire pour certaines personnes. Oui. Mais il est certain que c'est pas la drogue, l'alcool, les addictions qui nous aident, et c'est pas non plus la fuite en avant qui nous aide à nous recentrer sur nous, quoi. Ou les relations amoureuses, enfin tout ce qu'on peut trouver pour essayer d'éviter de se regarder soi-même et travailler ses blessures. J'ai bien apprécié aussi la personne qui était avant moi, là, qui disait qu'avec s'est sentie un peu moins de souffrance quand elle a eu ses enfants. C'était pour moi aussi, quand j'ai eu mes 3 enfants, ça m'a apaisée pour tout ce que j'avais connu. Oui, parce que vous avez pu réaliser quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est au sens large du terme. Oui. Mais vous avez pu... vous savez, pour une femme, mettre au monde un enfant, c'est une création. Il n'y a quand même pas grand-chose de plus fort que cette création-là. Donc ça donne aussi une sensation de puissance personnelle qui n'est pas anodine. Et ensuite, arriver à en faire des enfants qui vont bien, c'est du boulot. Oui, puisqu'ils sont encore un statut professionnel, j'aurais apporté énormément à ce niveau-là, Oui. Non, je suis fière de mes enfants. Et on parlait de féminisme tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension. Moi-même, qui n'ai pourtant pas eu d'enfant, je considère qu'une femme qui réussit à ce que ses enfants aillent bien, c'est une belle victoire. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. Et d'implication, et de réflexion, et de travail sur soi aussi. Oui, et puis surtout qu'après, je les ai élevés toute seule parce que le papa de mes enfants l'a abandonné, quoi. Mais je suis fière d'eux, comme ils sont fiers de leur maman, et je suis fière d'être une femme, et comment dirais-je, je suis femme, voilà. J'aime bien entendre ça, je suis fière d'être une femme, c'est bien. Ah oui, je suis fière d'être une femme, je suis très féminine, voilà, j'aime les hommes, mais voilà, c'est... peut-être quand même, il faudrait que je me... Comment vous dire par rapport à... que je sois un peu plus convaincante quand je ne veux pas quelque chose, que j'arrive pas à formuler, que je sois... Vous avez du mal à dire non? Oui. Un petit peu encore. Un petit peu encore. Faut que je travaille là-dessus. Que ce soit qu'ils comprennent que c'est non, que c'est pas oui ou. Et ça faut que je travaille. Je reconnais. J'ai encore ça à apprendre. Pour l'instant, dites peut-être plutôt j'ai pas envie plutôt que dire non. Ce sera plus facile. Oui. Oui. Ça sera une petite nuance et puis petit à petit vous arriverez à dire non. Parce que le dire non, ça peut être assez violent, surtout quand on a du mal à le dire. Oui, pour les femmes, c'est long d'apprendre à dire non sans se justifier, sans s'excuser de refuser quelque chose. Donc effectivement, passer par des petites étapes comme je préfère pas, je n'ai pas envie. C'est très gentil à toi de me proposer ça, mais vraiment j'ai pas envie. Vous voyez, c'est une phrase qui sera peut-être plus facile. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci en tout cas Nicole de ce témoignage. Bonne continuité à toutes les deux et puis voilà, je vous écoute tous les jours parce que vous apportez beaucoup aux gens.
Merci beaucoup. Merci Nicole. On continue justement dans un instant avec Olivier qui est avec nous et puis vous pouvez vous aussi nous appeler, raconter quelle est votre blessure, comment vous avez fait pour la guérir ou si vous ne savez pas quelle est votre blessure, eh bien venez nous dire comment vous réagissez et on pourra peut-être vous aider à la reconnaître cette blessure. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nos blessures d'enfance, nous en parlons avec Ariane Calvo qui est avec nous et c'est Olivier qui prend la parole maintenant. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Brigitte, content de vous avoir pour une deuxième fois. Merci. Bonjour Ariane et puis merci à Zacharias pour la façon dont il nous prend en charge. Il est formidable, je suis bien d'accord. Merci à lui. On forme une bonne équipe. Oui. Allez-y voilà. Olivier. Tout à fait. Je voulais juste dire que je suis désolé, j'ai pas pu me libérer pour écouter toute l'émission avant pour des raisons de travail et donc voilà, je le regrette. Mais c'est pas grave. Dites-nous vous, qu'est-ce que vous diriez vous connaissez votre blessure, ce serait laquelle? J'ai pas trop entendu, mais moi j'ai lu des trucs aussi, pas mal de livres de développement personnel et de psy, et moi je dirais que alors je sais pas lesquels vous avez cités, mais moi je dirais que c'était humiliation, injustice et éventuellement abandon que j'ai vécu. Alors je sais pas ce que je dois dire, le niveau de synthèse que je dois faire, j'ai pas préparé, mais bon, si vous voulez, je vous résume un peu ma situation. Oui, allez-y, oui. Des impairs qui s'est bien occupé de moi, qui m'a toujours abaissé. Enfin bon, depuis tout petit, je me mettais au foot, Platini c'est le meilleur, tu feras jamais comme lui dès ma première journée. Il était alcoolique. Quand j'étais au téléphone, que quelqu'un m'appelait, il venait tout de suite me dire oui, 2-3 mots, pas plus. Hein. Pour socialement avoir des amis, c'était pas évident et j'étais tout le temps crispé. Quand on était à table, un autre exemple, ce sera le dernier, on était assis, mon père avec moi à droite, ma mère à gauche et ma soeur au fond, et je pouvais rien dire. J'allais là-bas, j'allais manger l'estomac crispé, j'en vomissais des fois, et par exemple si je me parlais à parler de dire un mot n'importe lequel, je sais pas, à l'époque, tiens Chirac il a fait ça, quoi, tu connais quoi en politique, oui, tu connais rien, et on sent qu'aujourd'hui encore, rien que d'en parler, c'est il y a de l'émotion, oui. Voilà, donc pour donner un exemple, après les études, j'ai voulu faire médecine, et il m'a dit, je cite, ouvrez les guillemets, faut pas péter qu'on a eu plus haut qu'on a le cul, mon pauvre, et ça a toujours été ça. Et puis j'avais une mère qui était working girl, c'est bizarre parce qu'elle est montée très haut. Voilà, elle a commencé comme comptable et elle a fini directeur financier du holding parce que la boîte a grossi. Et voilà quoi. Donc moi j'ai vécu là-dessus, et ça m'a posé des problèmes de. Et votre mère donc était très absente, hein, c'est ça? Elle était très absente. Oui. C'est vrai que moi dès le CE2, je rentrais tout seul chez moi. Un exemple, ça marque quand on est petit. Je marchais au milieu du chemin parce que ma maison était au fond d'un grand chemin et je marchais au milieu l'hiver au cas où je me ferais agresser. Je rentrais tout seul dans la maison. Et puis j'ai toujours été crispé. J'ai pas pu me faire beaucoup d'amis. Enfin bon, c'était parce que je pouvais pas les inviter. Enfin, puis, je sais pas, j'avais peur de tout un peu. Donc j'ai eu du mal à me faire des amis. On sent pas mal d'insécurité, effectivement, qui est très très liée à la blessure d'humiliation. Moi, je pencherais pour une blessure de rejet. En fait, traditionnellement, on dit qu'on a plutôt une grande blessure qui est très souvent soit abandon, soit rejet. J'expliquerai plus tard les différences si c'est intéressant. Et ensuite, très souvent, humiliation va avec la blessure de rejet. Et chez vous, alors, il y a très clairement une blessure d'humiliation. Et je pense que ça s'est fixé sur la solidité de votre identité. C'est-à-dire qu'on sent que vous n'avez pas pu vous construire avec la confiance que vous aviez assez de ressources et assez de valeur pour affronter la vie et devenir quelqu'un de bien et d'important. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous avez surmonté ça, cette blessure d'humiliation? J'ai pas vraiment, enfin j'ai quand même fini cadre sup, alors ça fait bien de le dire, quoi, avec ce bagage. Mais en gros, moi, je voulais faire médecine et je le regrettais tout le temps. Après, quand j'ai pris plus ou moins mon autonomie, j'étais bien à peu près entre 23 et 30 ans. À 30 ans, j'ai fait une dépression très courte. Je suis resté enfermé 15 jours ou 3 semaines sans bouger chez moi. Et c'est ma mère et ma sœur qui venaient me voir. Et j'ai tout de suite repris le boulot, arrêté les antidépresseurs très rapidement. Après, je vous la fais court. Après, j'ai déménagé d'une région parisienne.
Bon, après, j'ai repris des études, j'ai fait ingénieur informatique, etc. quand même. Alors que, bon, bref, je voulais faire médecine, mais à 30 ans, on va pas faire médecine. Et donc après, j'ai déménagé de région parisienne, je suis parti en Aquitaine et j'ai coupé les ponts avec les amis que j'avais quand même. On avait commencé à m'en détacher parce que je me renfermais sur moi-même et tout. Déjà, je pense que j'ai toujours été... Mais aujourd'hui, vous avez, ça va, vous arrivez à... Non. Parce que on a l'impression, on sent que par exemple, quand vous me dites je vais faire vite, mais non, prenez votre place, hein, vous êtes à l'antenne et on vous laisse votre place, vous voyez. Et on sent qu'il y a encore cette difficulté à prendre votre place, Tout à fait. Olivier. Et c'est comme si dans votre vie, vous cherchez à tenir, mais pas vraiment à exister pleinement. Oui, c'est pour ça que je voulais raconter ma petite vie modestement un petit peu jusqu'au bout pour après avoir votre avis avec tous les éléments, parce que ma question à la fin c'est qu'est-ce que vous me conseillez pour que je retrouve la paix intérieure, que j'ai pas parlé aussi que j'ai une colère qui monte depuis l'âge de 30 ans mais bien en sûr, moi et qui est crescendo. J'ai plus de 50 ans maintenant et à un moment où je devrais se calmer, je suis très en colère comme un ado, quoi. Et j'ai toujours des crises de colère et tout. J'ai fait une grosse dépression. Donc je me suis toujours enfermé au boulot. J'avais des propositions, des gens avec qui j'étais bien, qui voulaient qu'on se lie d'amitié plus que ça et même en dehors. Et j'ai toujours battu en retraite. Je suis resté avec mon ami et dans la région, j'avais pas ma famille, mon ami IE et puis la belle famille. Et puis c'est tout. J'ai ses amis à elle et j'avais aucun ami, quoi. Ce qui est difficile, Olivier, c'est que tant que vous ne vous autorisez pas à exister, à vous donner de la valeur, à considérer qui vous êtes comme quelqu'un de bien, vous le laissez gagner d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin, votre père, de vous agresser, de vous insulter, de vous rabaisser. Vous faites le boulot tout seul. Donc là, c'est vraiment à vous de prendre cette responsabilité d'une grande décision et de vous dire ce n'est plus possible que passé l'enfance, cet homme continue à avoir une influence aussi forte et aussi délétère dans ma vie quotidienne, dans mes relations, dans mon travail et dans tout ce que j'ai choisi moi de créer pour moi-même. Vous voyez, Olivier, en fait, c'est le petit garçon qui nous parle, c'est pas l'homme. Et pour que l'homme puisse nous parler, il faut déjà que le petit garçon règle ses comptes. Alors déjà, peut-être vous pourriez écrire une lettre à votre père avec toute la violence et la colère qui est en vous. Il faut la déverser, cette colère. Sans forcément lui envoyer, mais au moins que vous puissiez exprimer les choses. Et peut-être qu'il ce serait bien d'aller faire une thérapie, peut-être avec un homme justement, et que vous puissiez exprimer cette colère à votre thérapeute qui va la recevoir, la canaliser, mais au moins elle sortira, parce que tant qu'elle sort pas cette colère, eh ben elle reste à l'intérieur de vous et elle fait du mal à vous-même. Exactement. Vous comprenez? D'accord. Ouais, j'entends mal qui me parle parce que j'ai un problème, c'est mon téléphone, hein, c'est mon antenne chez moi. Et je sais jamais si c'est Brigitte ou Ariane qui me parle. Parce qu'on est raccord sur ce qu'on vous raconte. Donc ne vous inquiétez pas de qui vous parle, juste ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez capable de vous saisir de ça? Oui, j'ai déjà fait. Malheureusement, je l'ai déjà fait parce que j'ai une psy qui est très bien. Ouais, moi, je serais assez pour que vous alliez voir un homme. Oui. Parce que vous n'allez pas travailler de la même façon, vous allez voir. Parce qu'un homme, ça va très vite, vous allez faire le transfert sur votre père et vous allez être en colère contre votre thérapeute. Et là, vous allez pouvoir l'exprimer, votre colère, et elle va sortir. Le pauvre, ouais. Le pauvre. Non, c'est vous le pauvre pour l'instant. Pour l'instant, c'est vous qui subissez votre colère. Vous comprenez? J'ai été jusqu'à une grosse dépression en 2017 et j'ai fini en maison de repos, pour pas dire en clinique psychiatrique. Mais oui, parce que la dépression, c'est cette colère contre vous. Vous êtes en train de vous détruire de l'intérieur. Il faut que ça sorte, ce mal-être et cette violence qui doit s'adresser à votre père. Vous étiez un gentil petit garçon. À aucun moment vous n'avez su vous défendre face à votre père. Mais maintenant, vous êtes un homme, vous êtes adulte. Alors faites de la boxe, écrivez-lui une lettre, mais sortez cette colère. Vous avez le droit d'être violent sur le plan, évidemment, symbolique. Hein. Je vous dis pas d'aller casser la figure à vos voisins, vous comprenez? Non, mais je suis violent, mais c'est en parole. Hein.
Donc, mais c'est vrai que là, j'étais avec mes RH. Ou aller jouer au théâtre, enfin, vous voyez, il faut que vous puissiez exprimer cette colère qui ne sort pas. Les arts martiaux, c'est une bonne idée parce que la colère, c'est vraiment une émotion qui s'inscrit dans le corps et qui a besoin de sortir et de s'extérioriser. Alors évidemment, il s'agit de blesser personne, hein, ni psychologiquement, ni verbalement, ni encore moins physiquement. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il faut que ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et très souvent, le verbal ne suffit pas. Donc les sports où on tape, on se défend, on combat quelqu'un d'autre, même symboliquement, ça vaut le coup d'aller s'y coller un peu là, d'aller chercher votre agressivité, cette part de nous qui se défend et qui prend sa place et se fait respecter. Alors Olivier, si vous voulez, vous écouterez en podcast et vous écouterez peut-être un peu mieux et à ce moment-là, vous saurez laquelle des deux vous a parlé, mais de toute façon, je crois qu'on on se recevait 5 sur 5. Tout à fait. Donc, ça vous fait, de toute façon, de bons conseils. Joli stéréo. Sincèrement, Olivier, faites sortir cette colère. Je vous assure. Ça va être difficile au début. Vous allez vous faire peur, mais ça va vous aider énormément. Allez, une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. Je vous propose une gymnastique coquine. Réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Ariane Calvo, je vais vous parler de gymnastique coquine, c'est-à-dire évidemment quelque chose qu'on peut peut-être faire un peu à deux. Vous le savez sans doute, le plancher pelvien, c'est la base de notre sexualité. C'est là où se trouve d'ailleurs le premier chakra. Enfin bref. Et si on veut avoir une sexualité plus active, eh bien, on a intérêt à le rendre plus tonique. Et c'est vrai que très souvent, quand une femme ne sent pas beaucoup le pénis de son partenaire, c'est parce que son plancher pelvien est peut-être un peu mou. Hein. Alors quand je parle de plancher pelvien, je parle évidemment de tous les muscles périnéaux, etc., etc. Hein. Alors voilà ce qu'il faut faire durant l'acte sexuel. Donc c'est ça qui est sympa parce que c'est tout en faisant l'amour. Hein. Comme quand vous êtes l'un dans l'autre, madame déjà va essayer de ne pas bouger et va essayer de serrer la verge de son partenaire. Et quant à lui, parce que chacun va faire son exercice évidemment, il doit essayer de redresser sa verge vers le fameux point G. Alors évidemment au début vous avez l'impression qu'il ne se passera pas grand chose et ce sera certainement vrai, mais vous allez vous aider de la respiration et donc vous inspirez, il ne se passe rien, et quand vous expirez, vous essayez de serrer le pénis et monsieur essaye comme de la remonter. rééducation périnéale, mais avec un truc beaucoup plus sympa que le machin tout froid exactement, des échographes. Exactement. Donc, vous inspirez, hein, et puis en expirant, vous essayez de serrer comme si madame voudrait avaler la verge, tandis que monsieur va monter son pénis. Voilà. Et c'est dans la position de la petite cuillère, en général, que cet exercice marche le mieux. Mais bon, évidemment, madame peut l'essayer avec des boules de geisha ou un sextoy, hein, et monsieur peut l'essayer quand il est en train de se masturber en érection. S'il essaye de redresser la verge, il verra que ça fait fonctionner les fameux muscles pelviens. Voilà, donc... ah oui, ça muscle les deux. Les deux partenaires. Bah oui, l'exercice que je viens de proposer, c'est les deux qui vont se muscler, donc c'est quand même intéressant. Hein. Voilà, alors je dis bien qu'au début, vous avez l'impression qu'il ne se passera pas grand-chose, mais si vous le faites régulièrement et si vous vous concentrez sur vos sensations, eh bien, vous obtiendrez des résultats. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas, Fred? Bonjour. Bonjour, Fred. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, c'est bon. Alors, en tout cas, vous avez reçu un jouet, un masturbateur peau noir, Arkwave, que l'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Alors, en apparence, comme ça, on dirait une sorte d'enceinte Bluetooth, hein. Et puis, il y a un trou, un tout petit trou d'ailleurs, hein, il me semble, dans lequel vous êtes censé rentrer votre pénis. Oui, alors c'est un petit trou qui est agrémenté de petits coussinets en caoutchouc, silicone effectivement, noir, plutôt dur. Et malheureusement, je n'ai pu le constater que ce passage était, pour moi en tout cas, trop étroit. Ça n'a pas l'air d'être très très large, en effet. Hein, Et voilà, je vous assure que même en lubrifiant bien,
C'était un inconfort qui frisait le mal, quoi. Ah Voilà. bah oui, il fallait pas, voilà. il faut pas vous la rétrécir. Non, mais ça doit être fabriqué en Chine. Hein. Oui, peut-être que effectivement la physionomie, ils sont moins bien l'anatomie, montés. voilà, et peut-être, hein, vous savez. Mais je pour moi, plaisante. c'était trop étroit. Je plaisante. Pourtant, c'est noir. Hein. Oui. Le silicone est noir, effectivement. Bon. Non, j'ai essayé, sincèrement, j'ai cru que j'allais m'adapter. Vous allez vous retrouver coincé, peut-être. Oui, non, mais en essayant de m'introduire, j'avais mal. Voilà, je dis ce qui est, j'avais mal, et donc. Non, mais c'est vrai. Moi, j'arrive à mettre deux doigts, oui, ça va, mais le troisième, c'est la première chose qu'on s'est dit en voyant le. Pourtant, à l'intérieur, ça a l'air sympa. Il y a plein Si, regardez, mettez vos doigts dedans, vous allez voir, c'est vachement sympa. Oui, moi, j'avais testé à l'intérieur, effectivement. Ouais, j'avais juste voulu voir, sentir, je veux dire. Mais là, au niveau, bon, ben, le premier geste à faire, à savoir l'introduction, ben non, pour moi, c'est pas bon. Quoi. Pas possible. Malheureusement. Ça peut être sympa pour ceux qui ont un diamètre, une circonférence petite, quoi, oui, hein, on va dire ça. Oui, parce que voilà, moi, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Comment dire, bien objectif, bien établi. Je n'ai pas pour l'instant, en dehors de quand j'étais gamin, comparé la taille de mon sexe à ceux des copains. Peut-être que là je l'ai fait, je ne me rappelle plus trop, mais depuis quelques décennies, j'avoue que je ne fais pas ce genre de comparaison et j'ai pas envie de le faire. Non, mais bon, c'est bizarre, hein, c'est quand même bizarre d'avoir créé un. Puis alors en plus, comme le cône est très très rigide, il n'y a pas de solution. Alors peut-être qu'il faudrait sortir le truc un peu du cône, parce que là, vous voyez, je suis en train de le sortir et du coup, on peut l'élargir. Vous pensez ? Ah oui. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, vous avez pas dû faire ce qu'il fallait, parce que quand on sort le truc en silicone, hein, du cône, bah, à ce moment-là, on peut y mettre ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Éventuellement, je réussirai, mais là, j'avoue que... Ça doit être... Enfin, je sais pas... Non, parce qu'il me semble que s'il y a ça, peut-être que c'est pour suivant les diamètres, effectivement, oui. Je sais pas, hein, une adaptabilité au diamètre, mais là, j'avoue que ça fait quelques jours, c'est bien quelques temps que je n'ai pas repris l'objet. Je réessayerai, je regarderai, et puis peut-être, parce qu'à ce moment vous avez raison. Parce qu'il me semble quand même que l'élément dont je parle le silicone, il n'y a que lui. Hein, peut-être qu'il ne faut pas le faire dans le cône, qu'il faut le faire à l'extérieur du cône. Enfin, je dis ça parce que... On peut le sortir totalement. Hein. Oui, parce qu'on peut le sortir totalement, vous voyez. Donc ça doit être un truc pour le ranger et que ce soit discret. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ce qu'ils nous disent ? Non, il y avait... mode d'emploi. Ah oui, non, vous avez raison. D'après le mode d'emploi, il faut le laisser dans le cône. Oui, voilà, c'est ce qui me semble. Bon, en tout cas, peut-être que vous pouvez vous amuser à le sortir du cône. En tout cas, ça marche. Oui, j'avoue que j'ai pas ici cette version. Hein. Je suis resté, je l'ai laissé dans l'état où je l'ai trouvé, entre guillemets. Brigitte, elle est très inventive. Elle a tout de suite trouvé la parade. Ah bah moi, j'essaierai. Non, mais j'essaierai, puis on verra bien. Si, regardez, ils disent bien qu'il faut le sortir. Regardez, il me semble. Enfin bon. Ah non, c'est pour le nettoyer qu'il faut le sortir. Bon. C'est pour le nettoyer. Bon, enfin, écoutez, essayez-le, sortez-le, comme ça vous pourrez peut-être vous amuser un peu avec. Hein. Bon, bah pour l'instant. Donc du coup, si vous voulez, comme je parlais de sextoy, possibilité de jouer entre guillemets à deux, ben là c'est loupé quoi. Ah bah oui, c'est. Trop moins de question de faire ça à deux. Je ne poserai jamais à ma partenaire quelque chose qui la gêne quoi. Bah oui, non mais c'est sûr. Mais je vous dis, peut-être que vous pouvez le sortir pour vous amuser avec quand même. Bon, bah je suppose que sa note va pas être très bonne. Hein. Oui, mais effectivement, vous avez été surpris par la taille, mais moi aussi j'étais surpris par la taille. Quoi. Ça m'a étonné. Non, voilà. Et je ne vous accuserai pas d'être prétentieux parce que je reconnais que ça ne doit pas être... Alors, quelle note vous lui donnez finalement, Fred ? Ah ben moi, malheureusement, sur une note sur 10, vous voulez. Ouais. Je dirais 2 sur 10, quoi, dans la mesure où
ou dans la mesure où en l'état, tel que je le vois, bien sûr, il ne faut pas être bien monté, hein, passez-moi l'expression, quoi. Non, mais je comprends bien. Ok. Bon, en tout cas, ce masturbateur peau noire Arkwave, on le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci Fred, en tout cas. Merci à vous. On continue avec Sabrina qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Brice, bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'être avec nous Sabrina. Merci à vous. Alors, allez-y, on vous écoute. Alors, j'ai écouté les précédents témoignages et en fait, mon témoignage va beaucoup rejoindre ces précédents témoignages avec, dans l'enfance, cette impression de peur et d'insécurité, avec un père absent et surtout un père, quand il est là, avec des réactions assez violentes. Quand les choses n'allaient pas dans son sens, ou quelqu'un de très énervé, de très maleste, comme je pourrais dire. Ouais. Et je pense que j'ai peur de m'être construite sur cette insécurité. Et ça a donné lieu à des problèmes. Il y a des chances, oui. Il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas trop se faire remarquer. Exactement, exactement. À quoi vous sentez à l'âge adulte que ça a constitué des blessures pour vous dans l'enfance, des blessures fondamentales? Un comportement à risque quand j'étais un adulte. Un comportement à risque au niveau des partenaires, un comportement dépressif, un comportement qui est parti de l'automutilation également, et une image de moi-même très dégradée. Je me suis, dans des moments difficiles ou dans des événements difficiles, je me vois comme un monstre en fait, comme une sorte de monstre. C'est étrange, mais c'est comme ça. Donc ce que vous appelez comportement à risque, c'est plus de l'auto-sabotage que de la mise en danger? C'est quoi? De la mise en danger. Des partenaires à risque, vous voulez dire? Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Vous avez choisi des partenaires qui vous ont violenté, enfin en tout cas qui ont... Je ne me considérais pas, donc je faisais tout et n'importe quoi, plus jeune. Je me suis guérie grâce à la maternité, une bonne partie de moi-même, car je n'étais plus la personne à martyriser, mais j'étais surtout là pour défendre mon enfant. Protéger, oui. Oui, tout à fait. Donc ça m'a énormément fait évoluer, le fait d'avoir ma fille. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que vous êtes la troisième à nous dire ça, et peut-être que c'est intéressant d'expliquer aux auditeurs, c'est-à-dire que quand on protège son enfant, quelque part on répare son enfant intérieur. Oui. On donne à son enfant ce que qu'on aurait eu besoin d'avoir en tant qu'enfant, et quelque part on répare son enfant intérieur. Hein. C'est un peu simpliste ce que je dis, c'est un peu simpliste peut-être, mais c'est extrêmement important parce que sinon on pourrait comprendre que c'est l'amour de notre enfant qui nous répare, et ça serait charger l'enfant d'un rôle qu'il n'a pas. L'enfant il n'a pas à nous réparer. Mais effectivement, nous, en donnant un amour de qualité à notre enfant, on vient réparer des choses qui ne nous ont pas été données, dont on a été carencé en étant enfant. Voilà. Oui. Et malheureusement, suite à une rupture, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'ai un comportement régressif. Je m'enferme dans des addictions comme l'alimentaire très sucré. Aujourd'hui encore ? Oui, je m'abreuve de séries télévisées post-adolescent. Comme si je refusais certaines réalités, je n'arrive pas à... Je me sens en insécurité, j'ai peur, en fait. J'ai peur de beaucoup de choses. C'est exactement ça, c'est un refus de la réalité telle qu'elle a été et telle qu'elle est encore, parce que quand les blessures se réactivent, en fait, c'est le quotidien qui est douloureux, c'est pas juste notre enfance. C'est ça qui est difficile. Donc là, je crois que vous n'allez pas avoir le choix. Je disais à Brigitte avant l'émission que quand des blessures sont très profondes et qu'elles ont une trace importante dans notre vie, que l'empreinte émotionnelle est trop forte, il faut aller faire une thérapie centrée sur les traumatismes et aller guérir les traumatismes presque chirurgicalement. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Il y a plusieurs psychothérapies qui s'intéressent au traumatisme et qui savent le guérir de façon précise. On n'a plus besoin de faire des années de travail sur soi.
Même si des amis travaillent sur soi, ça peut avoir un intérêt. Mais par exemple, le EMDR, qui est une thérapie américaine qu'on connaît beaucoup en France par les mouvements des yeux, parce que suite aux attentats du Bataclan, par exemple, elle a été beaucoup utilisée pour les gens qui avaient été présents là-bas. En quelques séances, on retraite le souvenir traumatique et ça permet qu'il ne se réactive plus dans la réalité du quotidien. C'est-à-dire qu'on peut repenser à ce qui s'est passé, mais ça ne vient plus nous travailler émotionnellement comme ça a pu nous travailler. Et quand quelque chose dans la vie aujourd'hui ressemble à ce qui s'est passé avant, on ne fait plus le lien automatiquement parce que c'est plus aussi vivace. Donc ça me semblera important pour vous d'aller creuser un petit peu cette piste-là. Oui, je voulais savoir justement quel type de psychothérapie comment je devais m'orienter pour soigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes qui pratiquent le MDR, Sabrina, donc ça doit être Parce que c'est très efficace. Mais moi, ça a permis que mes thérapies, par exemple, durent beaucoup moins longtemps. Les gens n'ont plus besoin de travailler aussi longtemps parce qu'on va directement à la source du problème. D'accord, très bien, mais je vais m'y atteler parce que je veux sortir de cette spirale, c'est infernal. Oui, on sent vraiment votre volonté de vous en sortir, donc profitez de cet élan-là. Tout à fait. Oui, parce que vous avez fait le premier pas, vous êtes lucide sur cette blessure qui se réactive pour un rien et qui vous fait tomber dans des addictions. Donc allez-y, faites ce travail, ça va libérer quelque chose. Et puis quand on vient en parler dans une émission de radio, c'est qu'on a vraiment envie de s'en sortir, ça peut pas être autrement. Oui, j'ai confiance dans les émissions de Brigitte parce que j'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose et je trouve que c'est très important sur l'humain, sur soi. Et j'espère avancer. J'ai un peu peur de ne pas avancer et c'est une de mes plus grandes peurs et je veux vraiment avancer. Eh ben allez-y, bon courage, Sabrina. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause et on va conclure sur cette émission qui parle des blessures d'enfance et qui concerne évidemment tellement de gens dans un instant. webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Ariane Calvo que nous évoquons aujourd'hui les blessures d'enfance. Vous êtes également auteur de ce livre L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Et on va conclure avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous diriez vous savez quelle blessure vous avez? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir tellement quand vous étiez jeune? Moi, ce qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est le manque d'amour. J'avais un père alcoolique et une mère plutôt effacée, absente, et j'ai pas eu de mots de mots d'amour, de câlins, de je t'aime. J'ai pas eu tout ça. C'était que des preuves matérielles. À l'époque, ils étaient incapables de faire autrement. Ce qui laisse à penser que quand même ils vous ont aimé, mais vous n'avez pas eu, vous n'en avez pas eu l'impression. Non, pas du tout. Donc c'est vrai que j'en ai eu conscience assez tard que finalement il y avait quand même de l'amour. Et donc j'ai fait une analyse pendant 8 ans. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai encore des difficultés aujourd'hui puisque voilà, comme vous disiez en début d'émission, ça ressort dans le couple. Et puis, comme j'ai bien fait les choses, j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas du tout démonstratif, ni par le corps, ni par les mots. Et donc, par contre, je vais manquer de rien non plus matériellement. Je vais régulièrement avoir des fleurs, voilà. Mais il vous dit jamais qu'il vous aime. Enfin, vous souffrez de ce manque de paroles aimantes. Hein. Ouais, beaucoup. Et alors voilà, comme je disais tout à l'heure, on va dire que les 3/4 du temps, voilà, avec le travail que j'ai fait et voilà l'âge, tout ça, je vais beaucoup mieux, je me porte bien. Mais de temps en temps, j'ai cette petite fille que j'ai qui est très triste, qui est très en demande. Elle refait surface et dans ces moments-là, je lui demande s'il m'aime,
que je souffre de pas avoir d'affection physique, et lui, il est incapable de le démontrer physiquement. Et quand je lui demande s'il m'aime, il me dit que oui, bien sûr, mais bon. Voilà, mais vous avez besoin qu'on vous le montre d'une certaine façon. Ce que vous me dites, ça me fait penser au livre un peu tarte à la crème, mais qui avait bien pigé le truc, qui était les 5 langages de l'amour. Ça vous parle? Oui. Qui postule, donc c'est Gary Chapman, qui dit qu'on a tous un langage qui nous fait sentir que nous sommes aimés et tous un langage qui nous sert à dire que nous aimons. Et chez vous, c'est très très clairement le langage parole valorisante et affection par le toucher, j'ai l'impression aussi pas mal. Alors que chez votre conjoint, ça a l'air d'être service rendu ou cadeau, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, parce que lui, de son histoire, il n'est pas du tout câlin, pas du tout tactile, et il en est presque incapable en fait. D'accord. Mais vous arrivez à en parler ensemble, visiblement. Oui. Bon. On en parle beaucoup. Et quel est le langage qui lui fait, lui, se sentir aimé, vous savez? Parce que là, on entend ce que vous ne recevez pas. Parce que si ça se trouve, lui aussi aurait besoin qu'on lui dise que vous... Peut-être il faudrait en parler tous les deux, savoir ce que vous avez besoin de recevoir et ce que l'autre est capable de donner. En tout cas, quel est le langage d'amour de l'autre, et ne pas le considérer comme un langage d'amour moins valable que celui qu'on utilise. C'est fort probable, puisqu'il ne sait pas vous dire « je t'aime », qu'il ait besoin de l'entendre. C'est-à-dire que s'il ne sait pas le dire, c'est qu'il ne l'a pas entendu quand il était enfant, vous voyez. Et il est fort probable que vous ayez la même blessure et que quelque part, si vous arriviez l'un et l'autre à évoquer cette blessure ensemble, eh bien, vous allez sacrément avancer, toutes les deux. Lui, il va pouvoir peut-être, vous savez, lui dire « je t'aime », par exemple. Oui, là, par exemple, tout à l'heure, je lui ai dit, t'es beau. Il me dit, oh, mais je te parle d'un truc, tu me dis ça, et je lui dis, et ça l'a dérangé. Voilà, voyez, voyez, il est gêné. Donc ça montre bien qu'il a certainement la même blessure que vous. Et si vous arriviez à en parler, et même peut-être à en faire un petit jeu pendant 3 minutes, on doit se dire des choses agréables, enfin vous voyez, peut-être que ça pourrait vraiment débloquer quelque chose chez vous et chez lui. Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de moi, de ma blessure, de tout ça, mais finalement c'est vrai qu'on parle peu de lui, de ce qu'il attend. Et en effet, je sais pas, je crois que je sais pas trop c'est quoi son langage. Mais si vous arrivez, si vous le réparez un peu, vous allez vous réparer aussi. Et tout à l'heure, on a une auditrice qui nous a dit le contraire de vous, qui nous disait pour moi, l'amour, c'est pas des paroles, c'est des actes. Je sens qu'on m'aime que quand on agit. Et donc, ce qui veut bien dire que les langages de l'amour, il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont tous valables. C'est juste qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui veut dire je t'aime pour l'autre. Oui. Et visiblement, dans ce que vous nous dites, je pense qu'il a aussi du mal. Et il a certainement pas été très accueilli comme ça quand il était enfant. Donc, par les paroles. Non, pas du tout. Pas du tout. Ni dans le toucher. Voilà. Donc vous avez fait l'un et l'autre un choix narcissique, c'est-à-dire que vous avez été attiré par un autre vous-même en quelque sorte. D'accord. Et ça peut être intéressant parce que ça peut vraiment se réparer si vous vous réparez ensemble. Et puis vous pouvez vous rejoindre là-dedans. Puisque nous avons la même problématique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour s'entraider, ce qui est quand même le but du couple, par-dessus tout, en plus de l'amour évidemment qu'on se porte. Donc ça peut vraiment être une piste qui peut vous faire bien avancer, Tiffaine. Oui. Oui, s'il veut bien, parce que... Oui, mais il veut pas pour l'instant parce qu'il est un peu bloqué, mais il vous accueille bien... Parce qu'il sait pas comment faire. Tiffaine, il vous accueille bien quand vous réclamez, vous voyez. Il vous rejette pas, ce qui veut dire qu'il comprend ce que vous ressentez, mais il est bloqué, il sait pas comment faire. Oui, d'accord. Et vous pouvez peut-être l'aider parce que vous avez compris votre blessure et vous essayez de la dépasser. Lui, pour l'instant, il l'a pas encore compris intellectuellement, peut-être, et donc il n'est pas encore en mesure de pouvoir la dépasser.
Oui, c'est ça, parce qu'il dit je suis comme ça, il n'y a rien à y faire, mais voilà. C'est une parole d'homme, ça. Hein. Voilà, je suis comme ça, et puis il n'y a rien à y faire, mais, je ne peux pas changer. Si, on peut changer, bien sûr. Ouais. Non, mais oui, je vois tout à fait, oui. Ouais. Et tout à l'heure, juste avec l'auditrice précédente, vous parliez de MDR, et en fait, j'y pense de plus en plus parce que j'ai cette petite fille en moi qui est triste, qui a une grosse tristesse, et donc comme je disais, j'ai fait une analyse pendant 8 ans, mais elle est toujours présente évidemment, et elle le sera certainement toujours, mais je me demandais si le MDR pouvait aider. Ça ne guérira pas votre besoin d'être aimé, puisque ça c'est quelque chose d'universel, on l'a tous, mais par contre ça vous permettra de ne pas avoir aussi mal quand on ne vous exprime pas de l'amour de la façon que vous attendez vous. Parce que vous ne serez plus la petite fille qui attend la parole valorisante de son parent, mais une adulte avec un autre adulte en train d'essayer de s'aimer le mieux possible. Et ça peut bien changer la donne, oui. Oui, parce que c'est toujours le problème de l'analyse. Parfois, ça reste dans la parole et pas assez dans l'émotion. Et il faut repasser par l'émotion et par le corps, évidemment. Merci beaucoup, Tiffaine, en tout cas. Merci d'être venue nous parler de votre blessure. Merci, Ariane Calvo. On a fait un petit peu le tour. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais peut-être qu'on reviendra sur ce sujet qui me semble tellement important. Et je suis sûre que beaucoup de personnes, peut-être aujourd'hui, ont pris un peu plus soin de leurs blessures d'enfance. Et je rappelle le titre de votre livre, L'autonomie émotionnelle. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on se pose la question avec Patrick Lemoine. Est-ce qu'on est naturellement fidèle ou infidèle? On le saura demain.